Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Vous êtes ancien colonel de l'armée suisse, spécialiste du renseignement et du terrorisme, auteur de plusieurs ouvrages que vous avez présentés au Dialogue franco-russe aux éditions Maximilien. J'aimerais bien commencer notre entretien de ce soir par la situation en Syrie. Pourriez-vous expliquer en deux mots ce qui se passe dans la région, si c'est possible, puisque la presse occidentale nomme les forces anti-Assad rebelles. Le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré tout récemment que les États-Unis et la Grande-Bretagne soutiennent les groupes terroristes en Syrie. Et ma question par rapport à cette situation, pourquoi maintenant cette offensive? Et quel est le rôle turc également dans cette affaire? Alors ça fait beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses à vrai dire, parce qu'il y a encore beaucoup de points obscurs dans cette affaire. Ce que l'on sait, c'est que cette offensive du Hayat Tahrir al-Sham a commencé juste après, dans les heures qui ont suivi la signature du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, ce qui laisse supposer qu'il y a une concomitance au moins temporelle avec ça et qui est probablement cette offensive des islamistes en Syrie sert aussi les intérêts d'Israël. Dans le sens où il s'agirait alors maintenant je dis pour Israël, mais en fait il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Ça permettrait de couper la logistique du Hezbollah qui vient de Syrie. Alors, peut-être rapidement parler ça ne sont pas des rebelles, effectivement. Rebelles, ça signifie que c'est des populations du pays qui se révoltent contre leur gouvernement. Or, ça n'est pas le cas. Le Hayat Tahrir al-Sham est un mouvement islamiste, sunnite, alors que la Syrie est un pays essentiellement chiite, n'est-ce pas? Alors, pour comprendre ça, il faut remonter à la guerre américaine en Irak. Lorsque les Américains ont commencé à vouloir installer un gouvernement après la chute de Saddam Hussein, ils ont constaté qu'ils avaient en gros trois grandes forces en Irak. Il y avait les Kurdes au nord, les chiites au sud et les sunnites au nord-ouest, si vous voulez. Et ces sunnites n'étaient pas du tout prêts à coopérer avec les Américains. Et l'idée est venue aux Américains de pousser ces sunnites vers la Syrie et de faire un État divisé grosso modo en deux parties en Irak. Les Kurdes au nord, ils ont créé une espèce de Kurdistan, une province du Kurdistan qui est presque devenue un pays presque autonome, et puis les chiites au sud qui auraient continué à faire vivre l'Irak, si vous voulez. Et les sunnites, ils ont essayé de les pousser vers la Syrie. Et dès 2012, il y en a un document d'ailleurs de la Defense Intelligence Agency, DIA, daté d'août 2012, qui nous explique très clairement qu'il y avait à ce moment-là un projet américain de placer les sunnites au sud-est de la Syrie, de garder les alaouites et les chiites sur la partie occidentale de la Syrie et d'avoir la partie nord pour les Kurdes. Et si vous regardez aujourd'hui la carte de la Syrie, c'est un peu ce que vous avez. C'est dans cette partie que les Américains voulaient faire donner aux sunnites que s'est développé l'État islamique, n'est-ce pas? Et durant les années entre 2014 et 2017, les Occidentaux, quand ils ont dit qu'ils ont bombardé l'État islamique, en réalité, quand on voit la carte des frappes aériennes, on voit que les Américains ont frappé l'État islamique uniquement lorsqu'il entrait en conflit avec les Kurdes.
mais jamais lorsqu'il entrait en conflit avec les forces syriennes. Et en septembre 2015, alors que l'État islamique s'approchait de Palmyre et menaçait Damas, les Russes sont intervenus à ce moment-là pour stopper l'avance de l'État islamique. Et par la suite, les Russes ont continué, surtout les forces aériennes russes, à vrai dire, ont continué à combattre l'État islamique et finalement à détruire l'État islamique. Et c'est en réalité, les Occidentaux s'attribuent volontiers le succès de contre l'État islamique. En réalité, c'est la Russie qui a fait le plus de dégâts à l'État islamique parce que les Occidentaux voulaient utiliser l'État islamique justement pour faire une partition de la Syrie. Cette partition de la Syrie, ça n'est pas quelque chose qui sort de rien. Elle avait été imaginée par un think tank américain, par un ancien conseiller de Benjamin Netanyahou, qui a d'ailleurs partagé son plan avec Benjamin Netanyahou. C'était ce qu'on appelait le plan Yenon. Oded Yenon, qui était un plan de partition de la Syrie en 3 zones, si vous voulez, une zone sunnite, une zone kurde et une zone chiite. Et c'est qu'en 2018, ce plan a été fait déjà à la fin des années 80. Et à plusieurs reprises, il a passé dans les mains des différents gouvernements israéliens. Et puis, c'est en 2012 que les Américains l'ont mis en place parce que ça leur permettait de supprimer la rébellion sunnite en Irak. Et ça permettait de mettre tous les extrémistes sunnites d'Irak en Syrie. Et il y avait en Syrie, il y avait énormément de réfugiés à ce moment-là, et ces groupes islamistes ont fait utiliser les réfugiés qui étaient sur place. Et la guerre qu'on a vue entre 2011 et 2017 en Syrie n'est rien d'autre qu'une tentative des milices islamistes sunnites pour créer leur État, un État dont certains ont voulu l'État islamique, mais ça aurait pu être autre chose. Donc, déjà là, on a une présence de ces milices sunnites qui n'est pas du tout de la population syrienne. C'est des gens qui sont venus de l'extérieur. Et les choses se sont encore compliquées à partir de 2015-2016, avec les premiers succès contre l'État islamique. Il s'est passé 2 choses. La première est que les combattants de l'État islamique, ils ont compris qu'ils étaient les cibles des attaques aériennes, donc ils ont changé de drapeau, si vous voulez. Parce qu'en réalité, on dit, et surtout en Occident, on dit le Hayat Tahrir al-Sham, c'était un ennemi de l'État islamique. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est des mouvements qui faisaient plutôt la course au pouvoir et qui étaient comme dans une compétition de sport, si vous voulez. C'est celui qui court le plus vite. Mais ils n'étaient pas ennemis. Très important de le dire. Et donc, quand les combattants de l'État islamique ont vu qu'ils étaient la cible quand ils s'attaquaient aux Kurdes des Occidentaux et sinon des Russes, ils ont décidé de changer de drapeau. Et ils ont rejoint ce qui était à l'époque le Jabhat al-Nusra, qui était le front al-Nusra, qui s'est du coup transformé en Hayat Tahrir al-Sham. Et donc le Hayat Tahrir al-Sham est composé de militants sunnites islamistes qui étaient déjà dans le mouvement du Front al-Nusra, mais aussi de combattants de l'État islamique qui sont venus s'improviser. Et après la bataille d'Alep, où les Américains ont voulu éviter que ces militants soient détruits par l'armée syrienne, il y a eu une négociation avec les Russes pour créer des zones de désescalade. Et ces zones de désescalade, il y en avait en gros 4 qui ont été négociées
par les pays, la Russie, la France, la Syrie aussi, mais aussi les États-Unis. Il y avait une partie au sud, à Dara, qui est d'ailleurs à la frontière avec l'Israël en fait. Une partie proche, une toute petite poche dans la région de Damas, une dans la région de Hama, une petite zone de désescalade, et puis une grande zone de désescalade, de désescalade dans la région d'Idlib. Et dans cette région d'Idlib, il y avait déjà une présence turque qui était très forte, et on a mis ces combattants dans cette poche, et les Turcs avaient pour mission d'éviter que ces gens soient éliminés par l'armée syrienne, d'une part, mais ils avaient aussi la responsabilité de désarmer ces milices. N'est-ce pas? Il fallait les restituer à la vie civile. Et on a retrouvé dans ces zones de désescalade, alors, tous les mouvements islamistes. Et rien qu'à Alep, il y avait environ 80 groupes islamistes qui se sont regroupés. D'ailleurs, on leur a proposé d'être comme des opposants modérés, en quelque sorte, et de rester en Syrie ou de rejoindre les islamistes à Idlib. Ils ont tous choisi d'aller dans la région des islamistes. Tous. Il n'y a pas un seul mouvement à Alep qui s'est considéré lui-même comme modéré. Rebelle, modéré. Voilà. Alors, ce ne sont pas des rebelles, du coup, puisque ce sont pratiquement tous des étrangers. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de combattants qui venaient de France et d'ailleurs, mais beaucoup qui venaient de pays. Alors, il y a beaucoup de combattants qui venaient de Libye, par exemple. En gros, il faut savoir qu'après la guerre de Libye, ou la déstabilisation de la Libye qui a été faite par les pays occidentaux, donc le renversement de Kadhafi, que n'avait pas voulu le Conseil de sécurité des Nations Unies au départ, mais les Occidentaux ont quand même été au-delà du mandat qu'ils avaient. 85% des combattants qui étaient en Syrie et en Afghanistan venaient de Libye. Et ça faisait grosso modo donc des combattants étrangers. Et en Libye, il y a environ 15 000, en Syrie, il y a eu 15 000 de ces militants de Libye qui ont été directement transportés, en partie par les Occidentaux, vers la Syrie, avec armes, bagages et tout. Donc on voit que la situation en Syrie doit être vue dans un contexte très régional et que la présence de ces combattants islamistes n'avait rien à voir avec une révolte du peuple. C'est vraiment, dès le départ, c'est un mouvement qui ressemble à un mouvement insurrectionnel. En réalité, c'est l'idée de renverser un gouvernement laïque et le remplacer par un gouvernement islamiste. Donc ça, c'est déjà important de dire. Mais on s'aperçoit, donc le Hayat Tahrir al-Sham, qui est la principale force dans laquelle se sont regroupés tous les autres groupes, ce mouvement est considéré comme terroriste par les Nations Unies. Et vous noterez que dans la presse occidentale, le 7 octobre 2023, on a parlé de l'offensive terroriste du Hamas, et tout le monde parle de l'attaque terroriste, etc., etc. Et quand vous regardez l'offensive du Hayat Tahrir, personne ne parle de terroriste. Le mot terroriste n'existe pas. On parle de rebelles, on parle, etc. Donc, on voit bien qu'il y a, et on pourrait dire, à travers le vocabulaire qui est utilisé, que c'est une opération où l'Occident a un intérêt. Parce que s'ils n'avaient pas d'intérêt à cette opération, ils les auraient aussi désignés de terroristes et ils auraient contribué à lutter contre. Mais depuis le début, les Occidentaux veulent la disparition.
la disparition, non pas nécessairement de Bachar el-Assad, mais la disparition de la Syrie en tant qu'État. Et je vous rappelle que John Kerry lui-même, qui avait été alors secrétaire d'État du gouvernement Obama, avait déclaré, après son mandat, que les Occidentaux avaient vu que l'État islamique se développait et que les Occidentaux ont laissé faire parce que le but c'était de lutter contre le régime de Bachar el-Assad. D'ailleurs, il faut rappeler une chose que personne ne rappelle. En 2012, en février 2012, à la même époque que l'on parlait de créer cet État, cette partition au sein de la Syrie, en 2012, la Russie a proposé, naturellement après consultation avec le gouvernement syrien, a proposé que Bachar el-Assad se retire. Il y a une proposition de ça qui a été faite aux Occidentaux, que Bachar el-Assad se retire et qu'on fasse des élections. Les Occidentaux n'ont pas voulu. Donc Bachar el-Assad n'est qu'un prétexte pour un objectif plus large qui est le démantèlement de la Syrie pour satisfaire finalement ce plan Yinon du conseiller de Benjamin Netanyahou de l'époque, c'est-à-dire cette partition de la Syrie. Pourquoi? Parce que Israël se voyait toujours menacé par ce grand pays qu'est la Syrie. Voilà. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que les forces islamistes qui étaient dans la région d'Idlib, qui auraient dû être désarmées et rendues à la vie civile par les Turcs, eh bien, n'ont pas été désarmés. Bien au contraire, ils ont été armés. Alors on sait que certains de ces combattants ont été engagés en Ukraine, et ça a été même dans la presse américaine, donc je n'invente rien du tout. Dès le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, on a des combattants du Hayat Tahrir al-Sham qui se sont joints à l'Ukraine pour combattre les Russes. Et il y a quelques mois, on a vu dans la presse ukrainienne, donc de nouveau je prends, c'est pas Jacques Beau qui dit ça, c'est la presse ukrainienne qui disait que l'Ukraine voulait ouvrir un front contre la Russie en Syrie, et on a eu des actions des forces spéciales ukrainiennes contre le contingent russe qui est déployé en Syrie, puisque vous avez sur la base de Khmeinim, près de Latakia, vous avez ce point d'appui russe à partir duquel se font les opérations, notamment les opérations aériennes, etc. Et il y a des forces spéciales ukrainiennes qui ont été engagées donc, depuis cette zone d'Idlib contre les forces russes. Donc il y avait l'intention, et on le sait depuis maintenant, en tout cas le mois de juin, que les Ukrainiens voulaient ouvrir un autre front en Syrie. Et alors, la conjonction du conflit avec le Liban, d'une part, et la question du conflit ukrainien, eh bien, se retrouve finalement dans cette affaire. Donc on n'a pas des rebelles en Syrie, on a clairement un mouvement qui est totalement extérieur, qui est étiqueté ou, comment dire, enregistré comme mouvement terroriste par les Nations Unies. Donc, voilà. Merci Jacques. Peut-on dire que, puisqu'on part de la nature extérieure également de ce conflit-là, peut-on dire que tout ce qui se passe en ce moment en Géorgie, les protestations, par sa nature extérieure, sont liées dans le timing agenda général avec les événements en Syrie et notamment, évidemment, globalement liés au conflit en Ukraine? Alors, il y a plusieurs. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que le conflit ukrainien, bon, on en voit le résultat et on voit qu'on s'achemine
vers une défaite déclarée de l'Ukraine d'une certaine manière et d'une victoire décisive de la Russie, même si on n'en connaît pas exactement les termes et comment ça va se dérouler, mais on s'achemine bien. En tout cas, on sait qui gagne et qui perd. Voilà, c'est un peu. Et le fait d'ailleurs que l'Ukraine perde explique pourquoi l'Occident se trouve actuellement dans une position difficile. Et notamment avec l'arrivée de Donald Trump qui voudrait trouver une solution au problème ukrainien. Donc on voit que les Occidentaux, les Européens, mais pas seulement, sont un peu dans une course contre la montre pour essayer de sauver la face avant que une négociation avec Trump consacre la défaite ukrainienne. C'est un peu ça qu'on a. Parce qu'on n'a pas seulement la Géorgie, on a la Moldavie, on a la Roumanie dans une certaine mesure. Donc on voit que sur plusieurs fronts, les Occidentaux essayent d'affaiblir tout ce qui pourrait être, ce qui peut être contre leurs intérêts, disons ça comme ça. Voilà. Pour la Géorgie, on est évidemment sur un contexte où l'Union européenne en particulier joue un peu le vecteur du conflit, un peu comme d'ailleurs ça avait été le cas en Ukraine. Je rappelle que le problème de l'Ukraine au départ, c'était que M. Yanukovych, enfin la moitié et l'exacte moitié d'ailleurs du peuple ukrainien s'intéressait à se rapprocher de l'Union européenne, mais constatait que ce rapprochement posait aussi des problèmes. Et c'est d'ailleurs la même situation qu'on a en Géorgie aujourd'hui. Parce que les Géorgiens, le peuple géorgien, remarque bien que je pense qu'ils ont certainement un intérêt pour être associés à l'Union européenne, mais ils s'aperçoivent que leur principal partenaire économique, c'est la Russie, que ce partenaire est en croissance, alors que le partenaire européen est en décroissance. Les exportations géorgiennes vers l'Union européenne ont diminué ces dernières années, alors qu'elles ont augmenté avec la Russie. Donc on voit bien que l'intérêt se dirige davantage vers la Russie, et on voit tous les problèmes qu'il y a en France, en Allemagne et ailleurs, qui, au-delà de l'intérêt que pourraient avoir les Géorgiens à s'associer avec l'Union européenne, eh bien, les Géorgiens constatent qu'il y a quand même des problèmes dans l'Europe et qu'ils ne veulent probablement pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, en quelque sorte. Et par conséquent, il y a un intérêt de conserver un lien avec la Russie. C'était la même situation qu'il y avait en Ukraine à l'époque. Et on a exactement, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on a exactement la même situation, la même réaction de l'Union européenne par rapport à ces hésitations pour l'Ukraine et pour la Géorgie. En Ukraine, le président Yanukovych avait dit, parce qu'il y avait une proposition russe d'avoir un accord tripartite, c'est-à-dire d'avoir, parce que l'économie ukrainienne était très largement, associée avec l'économie russe, pour des raisons historiques et pour des raisons aussi technologiques d'une certaine manière au bout d'un moment. Et donc il y avait un lien très étroit et il y avait des échanges économiques qui étaient extrêmement vivaces. Et le fait de tout d'un coup se tourner vers l'Union européenne aurait pu signifier pour l'Ukraine une perte finalement de ses capacités. Et donc, le président Yanukovych avait parlé avec la Russie et voir s'il était possible d'avoir quelque chose de tripartite, c'est-à-dire où on pouvait accommoder les intérêts des uns et des autres. Donc l'Ukraine s'associait avec l'Union européenne, mais sans perdre de son partenariat avec la Russie, et puis que la Russie non plus ne perde pas finalement son partenaire qui était l'Ukraine. Et c'est Manuel José Barroso, qui était le prédécesseur de Mme Ursula von der Leyen, qui en 2013 a dit
à l'Ukraine? Non. Vous ne pouvez pas, c'est soit la Russie, soit nous. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que, je ne sais plus qui, mais je pense que c'était Kissinger qui avait dit ça. Il avait dit à ce moment-là, au lieu d'utiliser l'Ukraine comme pont entre l'Ouest et la Russie, on a utilisé l'Ukraine comme un fossé entre la Russie et l'Europe. Et c'est donc ce qui s'est passé. Et maintenant, avec la Géorgie, on a exactement la même chose, puisque avec les dernières élections qu'il y a eu en Géorgie, l'Union européenne a décidé de couper l'accession ou la procédure d'association entre la Géorgie et l'Union européenne. Et les mêmes causes ont les mêmes effets. La rupture que Manuel José Barroso avait fait en 2013, c'est ce qui a créé en fait les événements de Maïdan. Dans un premier temps pacifique, mais dans un deuxième temps alimenté par les nationalistes venus de Lvov et qui ont dégénéré dans les événements qu'on a connus. Et là, on a exactement le même scénario qui est en train de se dérouler avec la Géorgie. C'est-à-dire que, en fait, l'Union européenne utilise la population géorgienne comme otage dans cette situation, si vous voulez, en disant, vous ne voulez pas négocier, bon, ben, tant pis pour vous, vous n'aurez rien du tout, et puis voilà, et ainsi provoquer les manifestations auxquelles on assiste maintenant. Je rappelle que vous avez parlé des racines de ce conflit-là et de contrats tripartites dans notre conférence et j'invite tout le monde à visionner cette conférence qui est en ligne depuis quelques mois. Pour revenir au conflit en Ukraine et aux aspects techniques, donc les forces de l'OTAN redoublent leurs efforts pour livrer davantage d'armes à Kiev en ce moment. Les Russes, de leur côté, ont quand même répondu avec leurs armes hypersoniques et notamment, c'était une réponse assez forte et un message qui a été envoyé était clair. Les Français, il y a 2 semaines, le chef de la diplomatie française a dit qu'il n'y a pas de ligne rouge, on va envoyer les soldats, on peut envoyer des missiles à longue portée pour frapper la Russie. Concrètement, l'OTAN, c'est quel but qu'il veut atteindre maintenant, puisqu'il nous reste à peu près 6 semaines, 7 semaines avant la fin, avant l'inauguration de Donald Trump. Est-ce qu'on peut considérer que depuis février 2022, c'est la période la plus dangereuse? Je pense que c'est une période dangereuse tant qu'il n'y aura pas tant qu'on ne saura pas quels sont les termes des négociations que veut faire Trump. Et je ne pense pas que ce soit limité au 20 janvier, je pense que ça va s'étendre plus loin. Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce que veut Trump. Il y a beaucoup de bruits qui ont circulé, il y a différentes études qui ont été faites, notamment par M. Kellogg, qui est le délégué à la question ukrainienne nommé par Trump. Lui a écrit un papier qui depuis d'ailleurs de nombreux mois, il a été fait au mois d'avril, sauf erreur de cette année, on le trouvait déjà depuis longtemps sur le site de la America's First Policy. Mais c'est une étude, c'est un article qu'il a fait, c'est une remarque sur la politique de Biden qu'un plan pour Trump. Donc on ne sait toujours pas, même si tout le monde parle de M. Kellogg en ce moment, puisqu'il est délégué, mais en réalité on ne sait pas ce que Trump veut faire. On ne sait pas exactement comment il veut prendre le problème. Il y a des idées, mais on est un peu on est toujours dans un flou à ce sujet. Ceci étant, ça veut dire que tant qu'on n'a pas de solution ou de concept de la part des Occidentaux pour aborder la question, on aura une période d'incertitude. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'ensemble des propositions qui circulent en ce moment en Europe ne tiennent jamais compte
des préconditions qui ont été données par les Russes eux-mêmes. Et ça, c'est assez frappant, puisque le 14 juin de cette année, lors d'une rencontre avec les cadres du ministère des Affaires étrangères, Vladimir Poutine avait énoncé 2 conditions essentielles pour entrer dans une négociation. Donc ce n'étaient pas des conditions à négocier, c'était les conditions préalables à la négociation, à savoir le retrait des forces ukrainiennes des 4 oblasts du sud de l'Ukraine, Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, et puis le fait que l'Ukraine s'engage à ne pas entrer dans l'OTAN. Voilà. Ça, c'est les éléments de base. C'est-à-dire que rien ne peut se passer s'il n'y a pas une déclaration préalable sur ces 2 éléments. Or, l'ensemble des plans qu'on évoque un peu partout, avec des peacekeepers ou je ne sais pas quoi, ne tiennent évidemment pas compte de cette question. Je rappelle que l'idée d'une Ukraine neutre était l'idée qui, je dis bien l'idée, parce que si on regarde la constitution ukrainienne de 1991, elle ne parle pas de neutralité. Mais elle dit en revanche que l'Ukraine s'engage à ne pas avoir de troupes étrangères sur son sol. Et en somme, ça peut être interprété comme le fait qu'il n'y a pas d'OTAN ou qu'elle ne fait pas partie de l'OTAN. Et cette neutralité était un des éléments que l'Ukraine avait accepté lors de l'accord qui avait été presque signé en avril, au début avril 2022, sous l'égide de la Turquie. Et donc, l'exigence russe revenait finalement à la constitution de 1991 de l'Ukraine et à l'acceptation de la Russie avec des garanties de l'Ukraine en 2022. Et par contre, avec des garanties fournies par un certain nombre de pays, une dizaine de pays, dont la Russie bien sûr, mais un certain nombre d'autres pays. Donc ça, c'est les conditions préalables. Or, actuellement, et c'est pour ça que je dis que c'est un élément important, parce que toutes les idées qui circulent se font en dehors des conditions qui ont été évoquées par les Russes. Donc, pour moi, en l'état, ce n'est pas simplement jusqu'au 20 janvier qu'il y a le problème, mais c'est beaucoup plus loin, parce qu'il faut d'abord que les Occidentaux se mettent dans la tête que, parce qu'ils ont trop tardé, les conditions se feront au terme de la Russie. Et que, par conséquent, dans toute réflexion sur une solution du conflit, on est contraint de tenir compte des termes de la Russie. Voilà. Et cette absence de considération me fait quand même un peu douter de la situation. Maintenant, pour revenir à la situation un peu plus concrète, alors d'abord, j'aimerais bien préciser une chose. Je sais que ce n'est pas très populaire en France ce que je vais dire, et peut-être en Russie pas non plus. Mais ce n'est pas l'OTAN qui est impliquée en Ukraine. C'est des pays de l'OTAN, mais ce n'est pas l'OTAN. Et c'est très important de le dire parce que la problématique de l'OTAN, c'est que, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, l'OTAN est une organisation nucléaire. Et que lorsque l'OTAN est engagée, ça veut dire, grâce aux cascades que peut provoquer l'article 5 du traité de Washington, ça peut conduire à l'usage de l'arme nucléaire. Par contre, quand on parle de pays de l'OTAN, qui sont engagés à titre individuel, ça ne met pas en question la capacité nucléaire de l'Alliance. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, le fait que des pays occidentaux ont dû faire des traités bilatéraux de sécurité avec l'Ukraine
parce que précisément ils ne pouvaient pas utiliser le traité de Washington. Et ça montre une faiblesse que les Russes ont évoquée déjà très tôt dans les années juste après la chute comment dire, la fin de la guerre froide, et que moi-même j'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est que l'OTAN n'est pas adaptée aux crises actuelles, qui doivent rester dans le domaine subnucléaire. N'est-ce pas? L'OTAN est une force qui a été créée, elle a été créée en 1949, juste après que l'Union soviétique ait acquis l'arme nucléaire. Parce que les pays européens ont constaté que l'Union soviétique avait l'arme nucléaire, les États-Unis avaient l'arme nucléaire, et donc il fallait, eux, qu'ils se mettent sous la protection des États-Unis. Et donc l'OTAN, la finalité de l'OTAN, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire. Et que cette situation pouvait s'expliquer durant la guerre froide, puisque toute la guerre froide s'est faite à l'ombre de la menace nucléaire des deux côtés. Mais avec la fin de la guerre froide et l'émergence de problèmes d'autres natures qui ne doivent pas être traités par la puissance nucléaire, l'OTAN n'est plus l'organisation adaptée pour ce type de réponse. Et le fait de préciser ça montre que l'OTAN est en fait dans une situation de faiblesse. Il est trop fort, ou l'idée de l'OTAN est trop forte pour le type de conflit qu'on a. Et donc, d'une certaine manière, la force de l'OTAN est devenue une faiblesse. Parce que les pays de l'OTAN ne peuvent plus utiliser cette force qui est trop forte. Et ça, c'est devenu d'autant plus vrai avec l'utilisation du missile Oreshnik. Parce que ça veut dire maintenant que les Russes ont une capacité d'action stratégique non nucléaire que les Occidentaux n'ont pas. Et ça, si vous voulez, la révolution que Oreshnik a apportée, c'est de montrer qu'une organisation basée sur la force nucléaire était obsolète. Et donc l'OTAN est devenue finalement trop fort pour le type de conflit auquel la Russie est prête à être engagée. Parce que la Russie, par ailleurs, a toujours une capacité nucléaire. Mais dans le champ des actions conventionnelles, la Russie a un avantage stratégique. Parce que ça veut dire, si vous regardez la portée des missiles Oreshnik, la Russie pourrait détruire tous les renforcements américains vers l'Europe. Admettons qu'on ait une guerre conventionnelle qui se déroule en Europe, et durant la guerre froide, il y avait les exercices Reforger, Reinforcement of Forces in Germany, parce que les forces déployées en Allemagne de l'Ouest à l'époque n'étaient pas suffisantes pour contenir une force soviétique à l'époque. Donc, dans un premier temps, il fallait que ces forces qui étaient stationnées en Allemagne puissent résister pendant quelques jours. Mais très rapidement, il va y avoir le renforcement venu des États-Unis pour un Reinforcement of Forces. Et ça se fait par bateau, par des grands ports de Anvers, etc., qui étaient prédisposés, organisés pour recevoir ces renforcements et avoir comme ça renforcé les forces contre l'Union soviétique. S'il y avait une guerre, disons une troisième guerre mondiale aujourd'hui, qu'elle reste dans le champ conventionnel, les Américains auraient le même problème, même encore plus qu'avant. Ils devraient renforcer leurs troupes. Or, ces renforcements, c'est une ligne qui est extrêmement fragile. Soit ils le font par bateau,
ou même par avion, mais les bases aériennes et les ports qui accueillent ces bateaux peuvent être détruits maintenant par des armes conventionnelles. Et ça, c'est nouveau. Autrefois, ces renforcements auraient été détruits par des forces nucléaires. Et on serait entré dans la guerre nucléaire. Mais aujourd'hui, les Russes peuvent le faire de manière conventionnelle. Et là, ce sont les Américains, à ce moment-là, qui prennent le risque de déclencher la guerre nucléaire. Donc, on est dans un changement de paradigme. Ce changement, il n'est pas inventé par moi, parce que les Américains s'en sont aperçus. Et je vous rappelle qu'en avril 2022, les Américains ont modifié leur doctrine nucléaire. Et que notamment, alors ils ont abaissé le niveau de seuil auquel ils utiliseraient l'arme nucléaire, c'est-à-dire qu'ils s'accordent le droit aujourd'hui de faire des attaques préemptives, voire préventives. Mais il y a un autre élément, qui est d'ailleurs dans mes livres. Si vous regardez mon livre Opération Z, je décris tout ça dans le détail. Mais personne n'a vraiment remarqué ça en France et ailleurs. C'est assez intéressant d'ailleurs, mais bon. Un élément important du changement de la doctrine américaine, c'est qu'il s'autorise d'utiliser l'arme nucléaire même en cas d'attaque par des armes conventionnelles. C'est-à-dire que les Américains avaient anticipé le fait, ils ont compris qu'il y avait des missiles qu'ils ne pourraient pas arrêter, qui sont de nature conventionnelle, comme le Oreshnik, et c'est pour ça qu'ils ont adapté leur doctrine nucléaire. Et ça explique aussi pourquoi, naturellement, depuis ce moment-là, la Russie étudie le changement de doctrine qui est arrivé, d'ailleurs, il y a quelques jours aussi, le changement de doctrine nucléaire. Mais tout est parti, en fait, la réflexion dans le temps, on a vu Oreshnik et changement de doctrine nucléaire, certains ont dit, voilà, c'est en même temps, les Russes montent les niveaux. Non, la doctrine nucléaire russe a été, on a commencé à évoquer son changement après que les Américains ont changé leur doctrine nucléaire, c'est-à-dire il y a maintenant un peu plus de 2 ans. En fait, ce que vous avez dit à notre, parce que là, ça revient à tout ce que vous dites maintenant, ça revient à nos conférences, plusieurs conférences qu'on a faites ensemble. Et notamment, la dernière fois, en septembre, on parlait du fait que la Russie, certainement, et ça n'a pas changé, veut la solution permanente à ce conflit. Et je voudrais juste ajouter, par rapport à ce que vous avez dit sur Donald Trump et les conditions qui pourraient négocier, selon Reuters, donc apparemment, selon Reuters, ce qui va obliger Zelensky à faire, c'est retirer, donc laisser le Donbass, la Crimée, et ne pas, comme vous dites, rentrer dans l'OTAN. Ça, on a le temps pour voir d'ici là, et ça va durer. Mais ça, là, de nouveau, on est un peu dans les spéculations, parce que, à ma connaissance, Trump n'a pas dévoilé exactement ce qu'il voulait faire. Donc, tout ça sont des idées que beaucoup de ses conseillers ont d'ailleurs. C'est pas tiré d'un chapeau. Ça vient, c'est des réflexions qui ont été faites dans les milieux proches de Trump, et probablement que ça alimentera Trump. Mais il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, que si on parle, par exemple, de déploiement de troupes, et ce que vous avez évoqué, les Français qui seraient prêts à envoyer des troupes, et puis on a parlé de peacekeepers, et puis certains ont parlé de 100 000 peacekeepers, etc. Alors, il faut être clair là-dessus. Peacekeepers, c'est quelqu'un qui keep the peace, qui maintient la paix. Maintenir la paix, ça veut dire qu'il y a un accord de paix et qu'on le maintient. Ça veut dire qu'il faut, au préalable, un accord de paix. Et un accord de paix. Et cet accord de paix, il doit être fait entre deux parties. On ne peut pas imposer la paix.
les Russes peut-être pourraient l'imposer à l'Ukraine, mais l'Ukraine ne peut certainement pas l'imposer à la Russie. Donc quand on parle d'envoyer des troupes, ça veut dire que d'abord, on a accepté les conditions de la Russie, puisque la Russie a dit qu'elle ne voulait pas commencer des négociations tant qu'il n'y a pas les 4 oblasts, etc. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, quand vous commencez à comprendre les conséquences, vous commencez à comprendre que les Occidentaux et tous ces plans qu'il y a sont encore de la fantaisie. Admettons qu'il n'y ait pas de paix et que vous ne voulez pas keep the peace, mais enforce the peace, c'est-à-dire imposer la paix. Alors ça veut dire concrètement que vous êtes en guerre. N'est-ce pas? Maintenir la paix, ça veut dire que vous êtes assis autour d'une table et que vous êtes mis d'accord. Et ensuite, vous maintenez cette paix. Mais si les gens ne sont pas à table et que vous voulez les forcer à aller à table et que pour les forcer, vous utilisez la force militaire, alors vous êtes en guerre. Peace enforcement, ça correspond à la guerre. Donc ça veut dire en clair que les Occidentaux commencent à comprendre qu'eux-mêmes sont pris dans un piège quelque part. Parce que ça veut dire que là, ils doivent se confronter avec la Russie. Or, le ministre des Affaires étrangères français peut dire ce qu'il veut, mais les Américains ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas être confrontés directement à la Russie. Donc les Américains, ils ont mis le feu un peu partout, ils ont créé le problème, mais ils ne veulent certainement pas être face à face avec la Russie. Et ce n'est pas nouveau, hein, ça avait été la même chose, j'ai cité plusieurs fois l'exemple, d'ailleurs il y avait eu en 1973, lorsque les troupes israéliennes s'approchaient de Damas et que Damas était protégé par des batteries de missiles antiaériens qui étaient très nouvelles à l'époque et donc qui étaient, manœuvrées ou mises en œuvre par des Russes ou des Soviétiques à l'époque. Et là, les Américains ont compris que si les Israéliens s'approchaient trop de Damas, ils allaient s'attaquer à l'Union soviétique. Et ça, ils ne voulaient à aucun prix. Et c'est pour ça que la CIA a donné des informations au KGB russe, enfin soviétique, pour donner le plan d'attaque des Israéliens pour que les Soviétiques puissent prendre les mesures et empêcher l'attaque israélienne. Parce que les Américains voulaient à tout prix éviter que les Israéliens soient tout d'un coup face aux Soviétiques et qu'on se trouve impliqué dans un conflit de grande puissance. Eh bien aujourd'hui, on a exactement la même situation. Les Américains ne veulent pas être impliqués directement avec l'Union soviétique parce que ça veut dire que dès qu'il y a un problème, ça implique la sécurité du continent américain. Parce que les missiles Oreshnik, etc., ils peuvent toucher naturellement l'Europe, mais si les Américains montent en puissance avec des forces nucléaires, alors c'est Washington qui est touché. Donc les Américains ont très bien compris ce jeu. Les Européens ne l'ont pas encore compris. Et c'est la raison pour laquelle on a des ministres européens qui racontent un peu n'importe quoi. Mais la réalité, les deux puissances, la Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre, ont très bien compris les enjeux qu'il peut y avoir à être confrontés. Et c'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui pensent que Joe Biden n'a pas donné d'autorisation à l'Ukraine d'utiliser ses armes dans la profondeur du territoire russe. Et que l'Ukraine a en fait, étiré l'autorisation qu'elle avait déjà pour essayer de forcer les Américains, de forcer la main aux Américains quelque part. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de confirmation officielle. La presse l'a dit, mais les confirmations officielles, et quand on voit les conférences de presse de la Maison-Blanche et du Pentagone, quand les journalistes ont demandé est-ce que vous avez une confirmation de l'autorisation donnée par Biden,
les porte-paroles ont systématiquement dû dire « je ne peux pas le confirmer ». Donc il n'y a pas de confirmation de ça, et à mon avis, Joe Biden n'a pas donné cette autorisation, et Zelensky est allé plus loin que ce qu'il est autorisé à faire en réalité, et que les Américains sont un peu pris parce qu'ils savent que si ils commencent à critiquer Zelensky, Zelensky ne recevra plus d'aide du tout, parce qu'à ce moment-là, il sera considéré comme un électron libre, et à ce moment-là, plus personne n'aidera lui. Donc les Américains sont un peu pris au piège là, mais ils n'ont toujours pas donné d'autorisation pour les missiles, pour l'utilisation de missiles à la profondeur. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que les missiles ATACMS américains n'ont jamais été utilisés dans la grande profondeur, n'est-ce pas? Ils étaient au maximum jusqu'à Briansk, c'est-à-dire environ 120 km de la frontière. Alors ça s'explique aussi par le fait que les Ukrainiens ne peuvent pas avancer les lanceurs trop proches de la ligne de front, ils sont obligés d'avoir une certaine limite pour ne pas être détruits eux-mêmes, mais ça montre aussi que les Américains avaient donné l'autorisation déjà au mois de mai d'utiliser les armes, mais dans la limite autour de Kharkov, parce que c'était lors de l'offensive. Et ensuite, après pour Koursk, il y a aussi eu l'autorisation d'utiliser les HIMARS, etc., mais dans la zone immédiate des combats, pas au-delà. Et certains ont donné le chiffre de 50 km, entre 50 et 60 km, pour l'autorisation qui avait été donnée par les Américains. Donc les Américains ont donné une autorisation, mais limitée dans l'espace. Alors, le problème, c'est que quand les Ukrainiens sont entrés en Russie, ils ont avancé. Alors, Koursk, ils ne sont pas arrivés jusqu'à Koursk, mais Koursk est environ 60 km de la frontière. Si vous ajoutez 50 km à ça, vous arrivez grosso modo à 120 km. Et je pense que les Ukrainiens ont joué avec ces chiffres pour dire « Ah, mais vous nous avez autorisé 50 km, donc on a utilisé 50 km. Et 50 km à partir de Koursk, ça fait Briansk. » C'est un peu ce genre de calcul, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je pense que c'est ce que les Ukrainiens utilisent actuellement, parce qu'ils ne l'ont toujours pas utilisé, et ils n'ont pas utilisé d'ailleurs les Storm Shadow, etc., dans la profondeur, qui peuvent aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas, encore, parce que les Américains n'ont pas donné cette autorisation, en réalité, malgré ce que dit la presse. En parlant de la presse, justement, à juste titre, la dernière fois, lors de notre conférence, vous avez dit que finalement, votre ennemi principal, ce sont les médias. Oui. C'est toujours le cas? Absolument. Ça a toujours, moi, je n'ai pas de... dans ma manière de présenter les choses, je n'ai pas de préjugés pour ou l'autre des participants. En revanche, je pense qu'il est nécessaire qu'on ait une vision objective des conflits. Et on ne peut résoudre d'ailleurs le conflit que si on a une vision objective. Si vous partez d'une fausse interprétation du conflit, vous ne pouvez pas avoir d'accord de paix. Vous comprenez ? Et d'ailleurs, c'est aussi quand on parle de la question d'une éventuelle paix ou de négociation sur l'Ukraine, on parle toujours de l'OTAN. Mais comme Sergueï Lavrov l'a répété, une condition centrale, c'est que les Russes ont essayé ou essayent d'atteindre, c'est la sécurité des populations russes d'Ukraine. Ça, c'est l'élément central. C'est ce qui explique pourquoi ils veulent maintenant intégrer les 4 oblasts, parce que c'est la question de la sécurité des populations. C'est ça l'élément central. Ce n'est pas prendre le territoire ukrainien. D'ailleurs, je rappelle qu'en avril 2022, les Russes étaient prêts à abandonner le territoire ukrainien, n'est-ce pas, à l'exception des 2 républiques et du Donbass, enfin de Donetsk et Lugansk, et la Crimée, qui devait être l'objet d'une négociation séparée. Mais les Russes étaient prêts à se retirer complètement d'Ukraine. Donc, leur but n'est pas le territoire.
Et ça, je pense, c'est très important de comprendre. Et quand il y aura des négociations, il faut revenir à l'origine du conflit. Il faut prendre comme on dit en anglais, les root causes, donc c'est les causes fondamentales du conflit. Et il faudra, les Russes, d'ailleurs, je pense, sont très impliqués à ce que ces causes fondamentales soient traitées dans l'accord de paix. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'un gel du conflit, ils veulent d'une solution au conflit. Et donc, dans mon approche, mais c'est valable aussi bien pour la Syrie que pour le conflit ukrainien, il faut que les gens aient une connaissance précise des choses. C'est pour ça que, par exemple, je n'utilise pas le mot OTAN pour les forces, mais je parle de pays de l'OTAN, parce que ça a des conséquences pratiques, ça a des conséquences opérationnelles, voire même stratégiques, d'utiliser le bon mot. Or, nos médias utilisent constamment un langage en fait, de propagande et en fait fausse notre compréhension du conflit. Et c'est le fait de ne pas avoir cette bonne compréhension du conflit qui d'abord nous a empêchés d'avoir une solution avec les accords de Minsk, parce que je vous le rappelle que les accords de Minsk, s'ils avaient été respectés, auraient donné une solution à la question du Donbass, il n'y aurait pas eu d'intervention. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté les accords de Minsk? C'est de nouveau à cause des médias, et je me rappelle avoir vu ça, et je l'ai mis dans un de mes livres d'ailleurs, c'est « Poutine, maître du jeu, sauf erreur », où Ursula von der Leyen prétendait qu'il y avait des troupes russes dans le Donbass. Or, il n'y a jamais eu de troupes russes dans le Donbass. Il y a eu des soldats d'origine russe qui sont venus se battre dans le Donbass, ça a été reconnu d'ailleurs par la Russie elle-même, et ça a été reconnu par à la fois le chef des services de sécurité ukrainiens et le chef de l'état-major ukrainien. Et je me rappelle d'une interview du chef d'état-major de l'armée ukrainienne, sauf erreur en octobre 2015, donc après la signature de Minsk II, qui disait « L'armée ukrainienne n'a jamais affronté plus que 53 militaires russes dans le Donbass, et il n'y a pas d'unité russe dans le Donbass. » Mais la presse occidentale n'a pas raconté ça, elle a dit qu'il y avait des unités militaires russes dans le Donbass, et que pour cette raison, on ne pouvait pas appliquer les accords de Minsk. Donc on voit l'importance ici des médias et de leur manière de représenter le conflit pour finalement créer une situation qui est fausse, d'une part, et qui ne peut conduire qu'à une aggravation de la situation. C'est exactement ce qui s'est passé entre 2015 et 2022, en plus du fait que les médias occidentaux n'ont jamais souligné deux fois, parlé du décret de Zelensky du 24 mars 2021 qui prévoyait de reprendre la Crimée et le sud du pays, et qui est le décret qui a déclenché les préparatifs de l'armée ukrainienne autour du Donbass dès mars 2021. Et c'est ce qui a abouti finalement à la situation où en février 2022, eh bien, on a une situation où l'armée russe, de nouveau, là il faut être précis sur les termes, où les deux républiques du Donbass ont demandé l'aide de la Russie pour venir aider les populations civiles en réalité. Et c'est sous cette étiquette de la Responsibility to Protect que la Russie est intervenue, d'ailleurs exactement au même titre qu'en Ossétie du Sud, en Géorgie, c'est exactement le même scénario qui s'est passé. En 2008. En 2008, pardon.
Vous avez écrit le livre qui s'appelle Gouverner par les fake news en fait. 2018, c'est très d'actualité en ce moment. Nous sommes alors donc gouvernés par les fake news, mais aussi par la peur et par la haine. Et ma dernière question serait pourquoi elle déteste autant la Russie? D'abord, il y a des explications historiques. La Russie a toujours fait peur parce que c'était un grand pays. Voilà. Et cette peur, elle est beaucoup venue de l'Empire allemand, qui était, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, qui était finalement le grand challenger, on peut employer des termes modernes, de l'Empire russe. Mais il y a eu plus que ça, probablement qu'il y a des raisons. Il y a d'autres, je ne suis pas historien, il y a d'autres qui se sont penchés sur ces questions-là, sur la russophobie, qui remontent probablement aux grandes invasions mongoles, etc. Il y a probablement tout ça. Ça, c'est une chose. Et puis, la période de la guerre froide a aussi contribué à ça. Et moi-même, j'étais un combattant de la guerre froide, hein. J'étais Vladimir Poutine de côté et moi de l'autre, puisqu'on était, on était chacun de son côté engagés dans cette guerre de l'ombre, euh, mais qui visait des systèmes, et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que là, je me rappelle, on ne parlait jamais de combattre le peuple russe. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de sanctions contre le peuple russe. On n'a jamais essayé de faire souffrir le peuple russe. Il y avait l'obsession, à tort ou à raison, alors là les historiens peuvent discuter là-dessus, de la menace du système communiste et du système soviétique, que nous ne voulions pas en Europe. Alors ça, c'est une chose claire. Mais on était contre un système, et encore, on était contre un système, oui, mais on n'était pas dans un rejet aussi caricatural et primitif qu'on a aujourd'hui. Par exemple, durant la guerre froide, vous trouviez dans les kiosques à journaux à Genève ou à Paris, vous pouviez acheter la Pravda. Elle était en vente libre. Aujourd'hui, on interdit même les médias russes chez nous. Donc, si vous voulez, il y a une forme de radicalisation de la haine qui s'est faite et qui est très largement due aux médias. Parce que quand on écoute les journalistes, et alors c'est ce que j'ai fait dans Gouverner par les fake news et dans les livres que j'ai fait, on s'aperçoit d'abord qu'ils nous ont menti, littéralement, parce que la situation qu'on a aujourd'hui montre que tout ce qu'on nous a raconté avant était faux, littéralement faux. Et donc que d'une certaine manière, on a manipulé les opinions publiques, mais on a aussi manipulé les politiques, parce que les politiques sont inévitablement influencés par les médias, par ce qu'on raconte. Vous savez, dans les services de renseignement, ça a toujours été un défi de faire lire aux politiques les rapports de renseignement. Et c'est pas un problème trivial, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, il y a des livres entiers qui ont été écrits aux États-Unis sur cette question. Comment présenter le renseignement aux décideurs politiques? Parce que les décideurs politiques, ils n'ont pas le temps de lire des rapports de 12 pages, n'est-ce pas? Et c'est très difficile de résumer une situation en 15 lignes. Donc, il y a un dilemme, parce que les situations sont souvent complexes, et les dirigeants ne veulent pas passer du temps à lire des trucs qui ne les intéressent pas beaucoup. Donc, le meilleur service de renseignement du monde, il aura toujours cette difficulté de faire passer l'image de la situation qu'il a aux décideurs politiques. Et il faut que le décideur politique comprenne la valeur de ce renseignement. Et donc, le résultat de cette situation est que très souvent, les dirigeants s'appuient davantage sur ce qu'ils entendent dans les médias, qu'ils entendent à la radio, quand ils sont en voiture, ou les headlines, n'est-ce pas, des
qu'ils peuvent lire sur les journaux ou bien des tweets. Mais vous voyez, un tweet, vous expliquez pas une situation avec un tweet. Donc, on est dans cette situation où les dirigeants, finalement, sont plus influencés par les médias que par leurs services de renseignement. Et très souvent, et c'est particulièrement vrai en Occident, on a en plus, moi je viens du service du renseignement stratégique, donc, dont le métier était précisément de présenter aux dirigeants des situations. Alors j'ai eu des situations où ça s'est passé. Hein. J'ai eu par exemple, j'avais détecté que les Roumains essayaient d'éliminer la minorité magyare en Roumanie, ou plutôt de la noyer dans le reste de la population pour faire un peuple roumain et non pas un peuple composé de Roumains, de Magyars et de Serbes, etc. Et donc, il y a une épuration ethnique qui avait commencé. Et puis, j'avais réussi à détecter ça, et j'ai fait un rapport qui est allé à mon ministre et qui finalement a été repris par le ministère des Affaires étrangères à la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, et la conférence a pu faire stopper l'initiative de Ceausescu en Roumanie. Donc, quelquefois, ça marche. Oui, quelquefois, ça marche. Mais c'est très souvent, c'est souvent difficile, et le plus souvent, surtout aujourd'hui, nos politiciens s'appuient sur les médias. Or, les médias racontent des mensonges, littéralement. Et on peut très bien le voir aujourd'hui, hein, la situation qu'on a en Ukraine. Aujourd'hui, les médias font un peu marche arrière, mais tout ce qu'ils avaient raconté ces 2 dernières années s'est avéré faux. Donc, on s'aperçoit que les décisions qu'on a prises ces 2 dernières années étaient basées sur des choses fausses. Regardez l'évaluation, par exemple, de l'économie russe. Un exemple typique. Et aujourd'hui, on a pris des sanctions en pensant que la Russie allait s'effondrer en quelques semaines. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi probablement à convaincre, si on écoute ce que disait Oleksiy Arestovitch le 18 mars 2019, où il expliquait que pour entrer dans l'OTAN, l'Ukraine devrait déclencher une guerre avec la Russie, et que cette guerre ne durerait pas très longtemps grâce aux sanctions occidentales, parce que lui avait dans l'idée ce que les médias occidentaux racontaient, c'est-à-dire que la Russie était faible, et que donc avec les sanctions, on arriverait à faire tomber la Russie très rapidement, et donc qu'une guerre contre la Russie aboutirait très rapidement à une défaite de la Russie. Donc avec ces fausses informations, on a finalement provoqué une guerre en Occident. La réalité, eh bien, on la voit aujourd'hui, c'est que l'économie russe était beaucoup plus résiliente que ce que les experts... Mais de nouveau, je cite, quand vous lisez mon livre Opération Z ou même Poutine, maître du jeu, vous aviez ces économistes sur des chaînes françaises comme France 5, dans C'est dans l'air, qui nous expliquaient, mais en long, en large et en travers, que la Russie était une puissance qui n'allait que s'effondrer en quelques jours. Et c'est sur cette évaluation ou sous-évaluation qu'on a finalement créé les conditions pour une guerre. Donc les médias, à mon avis, supportent une responsabilité considérable dans cette guerre en Ukraine pour avoir faussé la perception des citoyens de nos pays, d'une part, mais aussi avoir faussé la perception des politiques. Et moi, je serais... Et certains ont évoqué cette idée que nos journalistes devraient passer devant un tribunal à la fin du conflit, parce que je pense qu'il y a une vraie responsabilité des médias, qu'ils se sont permis vraiment de raconter absolument n'importe quoi, et après, quand vous racontez d'autres choses, comme moi, alors là, évidemment, vous êtes exclu, n'est-ce pas? Mais bon, ça, finalement, ça ne me dérange pas, parce que quand je regarde avec le recul, c'est plutôt valorisant de ne pas avoir été associé à ces médias. Donc, voilà. Mais ça pose quand même une question de fond, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a délibérément voulu tromper
l'opinion publique, en écartant tout ce qui aurait pu dévier du message qu'on voulait faire passer à la population. Et ça, c'est une réalité observable, mesurable. Merci beaucoup, Jacques, de maintenir le dialogue franco-russe et revenir chaque fois au dialogue franco-russe. Mais c'est un plaisir. Merci. Tant qu'il y a du dialogue, je pense que c'est une chose importante. Donc voilà. Merci. Merci à vous.